Bonjour Guilhem Carayon. Bonjour madame. On commence naturellement avec ce qui se passe en ce moment aux États-Unis, à Minneapolis. Cet homme de 37 ans abattu samedi par des agents fédéraux alors qu'il ne menaçait pas les forces de l'ordre avec une arme. Deuxième mort en 15 jours perpétrée par la police anti-immigration. Comment est-ce que vous qualifiez cet acte ? C'est un drame humain et évidemment qu'on ne peut que déplorer quand des drames humains surgissent, quand vous avez une bavure, ce qu'on appellerait en France une bavure policière. Donc pour vous, c'est une bavure policière, c'est comme ça que vous le qualifiez ? Marion Maréchal, elle dit que ce sont des accidents malheureux. Est-ce que vous dites pareil ? En l'occurrence, l'homme qui a été abattu n'était pas menaçant. Donc effectivement, oui, c'est une bavure et c'est regrettable et c'est un drame. Moi, je dois vous dire quand même que je suis assez scandalisé de voir à quel point l'attention médiatique en France se porte uniquement sur ce qui s'est joué aux États-Unis. Et vous avez encore une fois un drame qui s'est joué. Mais personne ne parle dans les médias occidentaux de ce qui est en train de se jouer en Iran. Vous avez des milliers de morts. On va en parler là, on ne va pas tout mélanger. Ce matin, vraiment, on commence là-dessus. C'est pas rien quand même. Oui, mais en Iran, c'est 40 000 morts bien depuis sûr, un mois. Mais on va en parler. Juste, soyez patient, on va en parler. Donc, c'est un régime tyrannique encore moi qui est en train d'asservir une population. Qui fait l'interview. Je vous entends, mais c'est moi qui fais l'interview, donc j'ai décidé de commencer par Minneapolis. Voilà. Est-ce que vous approuvez la création de cette police anti-immigration ? Est-ce que, par exemple, il faudrait imaginer qu'il puisse y en avoir une en France ? Sur le principe d'une police anti-immigration, sur le principe de lutter contre l'immigration illégale, moi je pense effectivement qu'on devrait s'en inspirer en France. À cela près qu'effectivement, à chaque fois qu'il y a une bavure, à chaque fois qu'il y a un drame, c'est toujours regrettable. Mais vous savez, c'est l'exception. Le principe, c'est que vous avez aux États-Unis des centaines de milliers d'interpellations chaque année, et parfois, il y a une bavure. À chaque fois qu'il y a une bavure, il faut la condamner. Il faut que les agents, l'agent en l'occurrence qui a commis cette bavure, soit engagé, sa responsabilité juridique soit engagée. Remettre en question le principe, ça me semble beaucoup trop radical. Vous dites exception, 2 morts en 15 jours. Est-ce que c'est l'exception ou est-ce qu'il y a un problème avec cette police ? Encore une fois, c'est un drame, mais quand vous avez 2 morts sur des centaines de milliers d'interpellations, oui, ça reste une exception. Et le principe, c'est de lutter contre l'immigration illégale avec des centaines de milliers de personnes qui sont arrêtées parce qu'ils n'ont rien à faire sur le territoire américain. Et vous approuvez le principe d'une police qui peut interpeller n'importe qui, même chez soi, qui a les pleins pouvoirs. Vous dites, oui, en France, ça pourrait être efficace. Le président américain est souverain chez lui. Moi, en France, ce que j'aimerais, c'est déjà qu'on redéfinisse notre politique migratoire, qu'on soit capable de renvoyer les OQTF qui menacent la sécurité des Français. Il y a une vieille dame de 90 ans à Nice, qui a été violée pendant 1h30 il y a quelques jours par un migrant sous OQTF qui avait absolument rien à faire sur le territoire national. Si nous, on avait un peu plus de cohérence, un peu plus de fermeté sur notre politique migratoire, on éviterait beaucoup de drames comme celui qu'on a eu aux États-Unis. Certaines voix s'élèvent pour dire que cette police, notamment, c'est du fascisme. On a aussi entendu les ex-présidents américains, Barack Obama, Bill Clinton, en appeler à un sursaut. Est-ce que pour vous, les États-Unis sont toujours une démocratie avec cette police anti-immigration ? C'est une démocratie, oui, parce que le président américain a été élu par son peuple. On pourrait peut-être la qualifier de démocratie libérale. En tout cas, les États-Unis nous invitent à redéfinir notre logique de puissance. Les États-Unis réfléchissent qu'à travers le rapport de force, qu'à travers les rapports de domination, de puissance. Et je crois qu'ils reviennent un peu à leur tradition naturelle, qui est celle de la doctrine Monroe. Donc nous, ça nous appelle, les Européens, à se conduire comme eux, de manière puissante, faire respecter notre autorité, être capable de défendre nos intérêts économiques, nos intérêts industriels, appliquer une politique de patriotisme économique. Et c'est très loin de ce que font aujourd'hui les dirigeants européens. Quand vous avez entendu la semaine dernière Jordan Bardella paraphraser quasiment mot pour mot Emmanuel Macron face à la menace de Donald Trump, on a entendu le président du RN parler d'une Europe plus forte, de l'activation d'instruments anti-coercition contre les Américains. Est-ce que cette offensive anti-Trump du Rassemblement national vous a surpris ? Non, pas du tout, mais je ne crois pas que Jordan Bardella s'inspire d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, il est non, très fort en mots. Non, je dis que soudainement, on va dire que les attentions envers Donald Trump sont quand même moins tendres. On sent quand même clairement, pour le dire comme ça, que le Rassemblement national prend du recul par rapport à Donald Trump. La question n'est pas de prendre du recul par rapport à Donald Trump, la question c'est de protéger notre continent. La question, c'est de protéger notre continent d'une puissance impérialiste, les États-Unis, qui aujourd'hui veut nous dominer économiquement, veut nous dominer industriellement. Et donc, on doit se protéger. On doit protéger nos savoir-faire, on doit protéger notre industrie, on doit appliquer une politique d'autonomie industrielle, d'autonomie stratégique, de patriotisme économique. Si on ne le fait pas, les États-Unis arriveront à terme à nous asservir.
On est devenu aujourd'hui, en quelque sorte, une colonie numérique des États-Unis. On est devenu une colonie industrielle des Chinois. Si l'Europe ne redéfinit pas son rapport à la puissance, notre continent disparaîtra. Éric Ciotti qualifiait récemment de bonne nouvelle l'arrestation de Nicolas Maduro pour le peuple vénézuélien. Est-ce que pour vous, Donald Trump, c'est toujours un allié? C'est une référence? Je ne sais pas si c'est une référence. Je ne pense pas que ce soit une référence. C'est le président de la première puissance économique au monde. Donc on doit le traiter de la sorte. On a des accords commerciaux qui sont importants avec les États-Unis. Simplement, le président américain a une méthode d'exercer le pouvoir qui est très différente de son prédécesseur, qui est très différente des dirigeants européens. Et donc on doit s'y habituer. Et quand je dis on doit s'y habituer, c'est-à-dire qu'on doit marcher au rapport de force. Si on ne le fait pas, on deviendra au fur et à mesure une colonie économique des États-Unis. Et donc moi, je ne me satisfais pas de ça, je ne me résigne pas à ça. Et donc on doit défendre nos intérêts économiques et industriels, encore une fois. Ces derniers jours, Donald Trump a multiplié les fronts, on l'a vu sur le Groenland, mais aussi en Iran, où une armada est en route pour le golfe Persique. Le porte-avions américain Abraham vient d'arriver au Moyen-Orient. Est-ce que pour vous, il faudrait intervenir en Iran ? Est-ce que ce serait une bonne chose ? Il faut tout faire, en tout cas, pour faire stopper ce bain de sang. Il y a des tortures chaque jour, il y a évidemment de la censure, il y a des assassinats, il y a des dizaines de milliers de morts depuis les premières manifestations du 28 décembre 2025. L'Iran est en train de devenir un régime de terreur. Le régime des mollahs, des gardiens de la révolution, est effectivement une dictature et on doit tout faire pour y mettre fin. Ça veut dire quoi tout faire ? Ça veut dire quoi tout faire concrètement ? Les Américains sont sur place, est-ce qu'ils doivent bombarder l'Iran ? Est-ce qu'ils doivent aller chercher, traquer le guide suprême dans son bunker ? Moi, ma conviction, c'est qu'on doit engager aujourd'hui la responsabilité juridique des gardiens de la Révolution. On doit se servir de tous les instruments du droit international. On a beaucoup parlé du droit international pour le Venezuela. On a aujourd'hui le droit international qui peut être mobilisé en Iran à travers la responsabilité de protéger, qui est un principe important en droit international, quand vous avez des crimes contre l'humanité qui sont commis sur le territoire d'un pays. En l'occurrence, vous avez des crimes contre l'humanité qui sont largement caractérisés par l'ONU depuis plusieurs jours en Iran. C'est ça, vous voulez inscrire les gardiens de la révolution iranienne sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. C'est ce qu'a proposé l'Italie. C'est ce qu'a proposé l'Italie hier, c'est ce qui nous permet d'engager leur responsabilité juridique et donc de les attaquer, de les cibler, de cibler leurs infrastructures notamment, ce qui les protège. Il y a une deuxième chose. On sait qu'Éric Ciotti l'a demandé à Emmanuel Macron. Quelle est la réponse à ce stade d'Emmanuel Macron ? Pour l'instant, la France est complètement silencieuse sur ce qui se passe en Iran. La France, peut-être par lâcheté, peut-être par peur, et je trouve ça absolument scandaleux, ne fait absolument rien et on a chaque jour des dizaines de milliers de morts en plus en Iran. Donc moi je suis scandalisé de voir à quel point on reste mutique et effectivement oui il faut agir. Il y a aussi une manière d'agir qui est la question économique. Vous avez des avoirs économiques qui sont importants et qu'on peut geler des dirigeants iraniens. Il faut le faire de manière immédiate si on veut stopper ce bain de sang. Deux dernières questions plutôt en politique intérieure. Sébastien Lecornu affronte 2 nouvelles motions de censure aujourd'hui qu'il devrait a priori surmonter. La France aura donc bientôt un budget. C'était l'objectif du Premier ministre. Il a réussi sa mission ? Il a en tout cas complètement renié ses convictions. Ce budget, c'est un budget socialiste qui prévoit une augmentation de 20 milliards des prélèvements obligatoires, qui prévoit une augmentation des dépenses publiques de 37 milliards. Ce budget, il a été imposé en réalité par le Parti socialiste et Sébastien Lecornu le savait en acceptant cette mission à Matignon qui devait son salut au Parti socialiste. Donc il a préféré négocier avec ses nouveaux alliés, avec Olivier Faure et compagnie, et ça produit ce budget qui est un budget catastrophique pour les finances publiques, qui est un budget catastrophique pour les ménages français. Mais c'était quoi sinon ? C'était la loi spéciale ad vitam aeternam ? Nous, on plaidait pour une motion de censure, pour un retour aux urnes et pour que les Français donnent au pays une nouvelle majorité. Une majorité stable, une majorité cohérente. On a encore le temps, d'ici à la prochaine élection présidentielle, d'avoir de nouvelles élections législatives et donc d'avoir un nouveau budget. Un budget qui soit meilleur. On ne peut pas avoir des budgets de calibrage en se disant « Ah oui, mais c'est pire que de ne pas avoir de budget ». Non, ce qui est mieux, c'est d'avoir un bon budget pour le pays. Et encore une fois, moi, je suis très étonné de voir l'attitude des Républicains, de voir l'attitude de ce parti que j'ai bien connu, parce que j'en ai été le président des Jeunes, qui est prêt à tout pour éviter des élections, quitte à accepter un budget socialiste. Dernière question, Jordan Bardella a demandé aux élus Rassemblement National de ne plus se rendre sur le plateau de Jean-Marc Morandini sur CNews. Je rappelle qu'il a été condamné pour corruption de mineurs. Est-ce que, du côté de l'UDR, vous vous rendez toujours sur ce plateau ? Je crois en tout cas que c'est une décision très sage de la part de Jordan Bardella.
Moi, à titre personnel, je m'y rendrai plus. Une condamnation définitive pour des faits aussi graves sur des mineurs, effectivement, c'est des faits qui sont de nature à ne pas retourner sur ce plateau. Vous dites vous de manière personnelle, mais est-ce qu'il va y avoir une consigne, un mot d'ordre pour qu'aucun élu UDR ne se rende sur le plateau de Jean-Marc Morandini? Ça, vous pourrez le demander au président de mon parti, à Éric Ciotti. Mais en tout cas, moi, j'y suis favorable. Oui. Merci beaucoup, Guilhem Merci à Carayon. vous. Bonne journée.